Bonjour Michel, vous allez bien? Ben oui, je vais très bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Nous allons parler d'harcèlement psychologique au travail aujourd'hui. Oui, ça risque d'être passionnant puisqu'on va mixer diverses disciplines. Ben oui, moi, la psychologue. Et moi, l'avocat. On parle de l'harcèlement psychologique, c'est quelque chose qui est quand même très complexe puisque c'est insidieux. On peut avoir du harcèlement psychologique à l'interne ou à l'externe, donc dans l'entreprise, entre les personnes, ou à l'extérieur de l'entreprise. On parle d'harcèlement psychologique horizontal ou vertical. Horizontal entre les collègues et verticale entre subordonnés. Donc, ça peut être très diversifié. C'est partout dans le monde, malheureusement. Certaines études disent que ça existe depuis tous les temps et d'autres vont comme plus préconiser que c'est contemporain. Mais justement, c'est assez intéressant ce que vous ameniez parce qu'en milieu de travail, vous parliez de harcèlement psychologique horizontal et vertical. Est-ce qu'à travers les études que vous avez, là, il y a une différence sur la manière dont ça peut être perçu, qu'à c'est horizontal, vertical, ou ça crée toujours le même genre d'émotion ou, comme vous disiez, de chasse-âme? On va le voir un peu plus tard, effectivement, Félix-Antoine, il y a comme des blessures qui sont occasionnées pour les victimes et que c'est plus complexe quand ça vient du supérieur, Okay. Ça c'est clair. Mais au niveau du vécu pour la victime, c'est quelque chose qui, qu'importe d'où ça vient, ça fait mal. Ça fait mal, OK. On a Ariane Bilran, qui est une Française. Pendant 20 ans, elle a exploré le phénomène de l'harcèlement psychologique au travail. Et c'est une auteure, c'est une psychologue, docteur en psychopathologie. Et elle définit l'harcèlement psychologique comme un mode d'exercice de pouvoir abusif qui vise à soumettre ou à démettre. C'est quelque chose c'est un phénomène complexe et multidimensionnel. C'est vraiment sa définition. Mais je pense que vous avez quelque chose... Mais c'est intéressant comme définition parce que bien sûr, les tribunaux ont dû s'adapter, mais ça reste quand même le harcèlement un phénomène humain, un phénomène psychologique. Donc, oui, la définition juridique existe, mais comme on va le voir en ce moment, cette définition-là présente dans la loi sur les normes du travail, à l'article 81.18, reprend quand même essentiellement les propos de Mme Béran. Je ne vais pas la débaptiser, hein, mais le harcèlement psychologique étant une conduite vexatoire, se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, lequel porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique d'un salarié et qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail néfaste. Une seule conduite peut consister en du harcèlement psychologique et ça peut prendre différentes formes: discriminatoire, sexuel, psychologique, administratif. Donc, quand on parle d'administratif, on peut revoir votre critère horizontal, mais si on reprend la définition de Mme Béran, un mode d'exercice du pouvoir abusif qui vise à soumettre ou à démettre, bien, on est un peu là-dedans, dans des conduites, des gestes répétés qui portent atteinte à ta dignité et ou à ton intégrité. C'est un peu ça, hein, qu'on voit que les deux démissions réussissent quand même à se rejoindre. On va parler de violence verbale, on va parler de dénigrement, d'isolement, de menaces, intimidation et de cyber-intimidation. J'ai ressorti un article qui n'est pas beaucoup, c'est pas très sexy, très attrayant, le domaine de l'harcèlement psychologique, parce que c'est très insidieux. C'est très difficile à circonscrire et c'est multidimensionnel. Donc, j'ai pas beaucoup retrouvé d'articles, quand même quelques-uns, mais des livres, des auteurs. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le mot insidieux parce que en droit, il y a quand même des auteurs qui se sont penchés sur la question, dont l'auteur Solange Pronovo, qui, dans un texte, La violence psychologique au travail à l'aube du régime d'indemnisation des lésions professionnelles, écrivait que le harcèlement naissait de façon anodine et se propageait de manière insidieuse. Donc, ça reprend exactement les propos. Oui, ben oui, hein, un chat, c'est un chat. Exact. Alors, en 2019, il y a un article, une étude qui a été faite en Lituanie avec des travailleurs sociaux pour vérifier avec un test qui s'appelle le Test Work Assessment Scale. On a voulu regarder qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans leur relation de travail. Quel est le type de harcèlement psychologique qu'on a retrouvé davantage? Alors, on a parlé de situations de perturbation, des mensonges à 23%, des cris, donc
crier sur la personne à 17% et des critiques à 17%. Donc, l'harcèlement psychologique peut prendre toutes sortes de formes. C'est intéressant parce que quand on regarde ce que vous dites et les enjeux juridiques ou les critères juridiques, hein, une conduite vexatoire qui se répète ou qui est hostile et qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique, puis qui entraîne un milieu de travail néfaste. C'est un peu nos trois critères. Si on reprend ce que vous avez dit, ça peut être intéressant parce qu'une critique, hein, vous avez dit le mot critique comme étant à 15%. Une critique n'est pas nécessairement une conduite vexatoire qui vise à atteindre l'intégrité psychologique de quelqu'un. Donc, au niveau juridique, le devoir et le droit de gestion de l'employeur a été reconnu. Donc, je trouve ça intéressant de le mettre en parallèle avec ce que vous dites parce que l'employeur a le droit de critiquer son employé sans qu'on considère qu'il fait du harcèlement psychologique. Je suis d'accord. Mais par contre, il y a une façon de le faire. Parce que si on le fait, on va le voir un peu plus tard, là, parce que j'ai ressorti les facteurs de risque, les conduites qui peuvent être atteintes à la personne, qui peuvent être vexatoires, mais effectivement, le droit de gérance, on va pouvoir regarder tantôt, j'écris un peu qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui n'est pas le harcèlement psychologique. Parce que c'est intéressant, parce qu'une personne peut percevoir une critique comme étant une forme d'harcèlement, mais l'employeur a un devoir non seulement de gérance, de gestion, mais il y a un devoir aussi d'amélioration de l'employé. Donc, comment l'employeur peut, et même le collègue, on parlait d'horizontal, comment le collègue peut dire à un autre collègue, écoute, j'aime pas ta manière de travailler ou je trouve que cette manière de faire-là n'est pas conforme à nos pratiques. On va regarder ensemble les différents comportements qui peuvent atteindre la personne et qui peuvent être de l'harcèlement. Mais c'est intéressant. Vous dites 15% la critique, 17% c'était des... 17% les cris et 17% les critiques et situation de perturbation, mensonge à 23%. Des rumeurs, à partir des rumeurs sur les... Oui, ça, on comprend mieux ces éléments-là comme étant du harcèlement. C'est partir d'une rumeur sur quelqu'un, ça nous apparaît rarement comme étant une conduite qui ne serait pas vexatoire. Tout comme crier après quelqu'un, en effet. Si on regarde, selon la CNESST, les comportements qui peuvent être de l'harcèlement psychologique au travail. Donc, quand on parle de discréditer une personne, ça, c'en est une. Hein, de ne plus donner de tâches, lui attribuer des tâches inférieures à ses compétences ou à ce qu'elle n'a pas la capacité de faire, la mettre en échec ou simuler des fautes professionnelles et la dénigrer devant les autres. Alors, tantôt, vous parliez de critique, mais si on dénigre, on fait une critique qui n'est pas constructive, une critique qui vise à la dénigrer devant les autres et fait d'une façon violente en criant, bien, on n'est plus dans la critique, on s'entend. On s'entend, mais je pense que si on prend aussi les critères de jurisprudence qui ont été établis depuis plusieurs années, je pense que le facteur répétitif dans la manière de critiquer de manière indue va influencer sur le temps présent d'harcèlement psychologique. Tout à fait. Un autre comportement, menacer, agresser la personne, si on la hurle après la personne, la bousculer, endommager ses biens, on s'entend, on est dans des comportements qui peuvent être interprétés comme de l'harcèlement. Et je pense que là, on rentrerait même dans les critères juridiques comme étant une seule conduite peut constituer du harcèlement. Si je me mets à hurler après vous et je brise votre bureau de travail, je pense pas que j'ai besoin de le faire plusieurs fois pour que ce soit considéré comme étant du harcèlement. Au niveau psychologique, c'est clair, mais je dirais qu'au niveau juridique, les tribunaux, dans la jurisprudence assez constante des 10 dernières années, va considérer les gestes de violence importants qui amènent des bris comme étant des conduites, comme étant une seule conduite grave, étant considérée. Pas nécessairement besoin de répétition. On n'a pas besoin exactement du caractère répétitif dans ce cas-là. Effectivement. Le troisième, harceler une personne en raison des motifs discriminatoires, donc c'est très clair, tels que la race, le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap. Alors, en plus d'être dans du harcèlement, on serait dans des conduites qui seraient, en plus au niveau légal, qui seraient aussi contraires à différentes autres lois, dont la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Et pourrait même ouvrir, on l'a vu dans la décision de la Cour suprême dans l'histoire de Jérémy Gabriel, où le recours n'avait pas été pris, le chemin juridique n'avait pas été le bon, mais dans lequel utiliser des arguments discriminatoires ou des insultes discriminatoires pourrait être considéré comme étant une forme de diffamation. Tout à fait. On peut parler aussi empêcher une personne de s'exprimer, l'interrompre sans cesse, lui interdire de parler aux autres. Ça peut être, à répétition, un comportement
d'harcèlement psychologique. Mais c'est intéressant ce que vous amenez, puis je veux quand même qu'on prenne le temps, là, parce que je veux revenir un peu là-dessus, au niveau juridique, hein, le caractère répété, le droit de gestion de l'employeur. Tout à fait. Comment qu'on prend ces divers éléments-là? Tu sais, se faire couper la parole dans un groupe de discussion, on n'est pas en train de se faire harceler nécessairement. Si ça arrive juste une fois. OK, mais comment vous... Parce que au niveau juridique, c'est pas évident. Les critères sont subjectifs et objectifs. Ouais. Mais, je peux comprendre que des personnes n'ont pas le même niveau, le même degré de sensibilité. Effectivement, mais il faut prendre ça dans sa globalité, puis probablement plus tard, on va arriver à cet aspect-là. Mais effectivement, il faut regarder si ça arrive juste une fois, qu'on interrompt la personne, puis effectivement, la personne qui est plus sensible va se sentir peut-être plus agressée par rapport à cette attitude-là. Mais il faut regarder dans l'ensemble, il faut regarder la situation quand on fait une enquête au niveau, j'imagine, de l'harcèlement psychologique au travail. Il faut regarder ça dans sa globalité. Oui, il y a un critère subjectif-objectif. C'est ce qui est compliqué.